Tu demandais, tu demandais que quelle est la valeur de Bitcoin. Mhm. OK, la valeur actuelle de Bitcoin, voici, c'est ici dans le graphique, c'est là. Quand tu pars ici, tu choisis Bitcoin, là. Le chiffre aussi, c'est petit, mais je vais te lire ça. C'est 118 157 $, un Bitcoin. Donc, un Mhm. BTC, Bitcoin, est égal à 118 157 $. Quand tu prends la calculatrice, tu convertis ça en francs CFA, ça va faire 118 157 $. Ça te fait littéralement 66 millions de francs CFA, 314 284 francs CFA. Un Bitcoin. Oui, un Bitcoin. Ça, c'est aujourd'hui un Bitcoin, 66 millions de francs CFA. Mais quand tu regardes, ça, c'est le graphique du Bitcoin. Je te rappelle, tu connais un peu lire comment, tu connais à lire un peu les prix ici. On part en 2009. Voici les années. Cela c'est 2012. Bon, mon graphique s'arrête en 2012. Quand on part en 2012, on commence ici en bas, là où on était ici en bas. Un Bitcoin ici était- coûtait, attends un peu, je vais un peu agrandir. Ici, loin en bas là, les chiffres sont descendus à 3 $. Ici là, exactement ici. Un Bitcoin, Mhm. un Bitcoin était égal à, en 2012, c'était en 2011. En 2011, nous sommes en 2025. En 2011, un Bitcoin était égal à 3 $. 3 $ qui coûtent combien en France CFA? 1600. 1683 francs. C'était ça qui est égal à un Bitcoin. Donc, imagine que tu avais acheté ici en 2011, novembre 2011. Je sais pas, putain, en 2011, tu joues encore dans un cours de récréation. Ou bien, en 2011, Laisse-moi. ça va, ça va, je te dérange plus. Bon, en 2011, tu as acheté, tu as pris un Bitcoin, hein, pas beaucoup. Tu as pris tes 1600 pour les bonbons, ou bien que ton petit show de l'école primaire t'avait donné. Non, ça va alors. Tu as pris, tu as acheté. 2600. OK. Tu as acheté Ouais. 1683 francs, donc 3 $, 1683 francs. Tu vas alors multiplier ça par le pourcentage. Depuis que tu as acheté là-bas jusqu'ici, là, ça va faire 4. Voici le pourcentage ici, hein. Peut-être que tu ne lis pas. Le pourcentage de croissance depuis que le dernier prix jusqu'à maintenant, la valeur que ça a eu. Comme je te disais pas, quand tu avais le bateau là, quand tu avais le bateau, quand c'était 50, on achetait à 50 d'abord au début. Quand tu es parti faire les ventes, tu es revenu. La valeur, c'est devenu 54, non? Ça a augmenté de 8%, je te rappelle. Mhm. Maintenant, la valeur du Bitcoin a augmenté de Oui. 4 756 149%. Donc, prenons seulement même 4%, Ok. 4 millions de pourcents. Ça a augmenté de 4 millions de pourcents, disons 4 millions de pourcents. Donc, tu vas prendre tes, tes 3 $ là, tu vas faire 3 $, tu vas faire 4%, tu vas faire augmentation de
Attends un peu. La calculatrice met la publicité. Attends, il fait même un peu la publicité. L'augmentation, tu vas mettre 3 dollars ici. Tu vas mettre 4 millions. Je vais mettre exactement les chiffres. 4 millions 756 pour voir combien ton 1000 francs allait devenir. 756, 149. Ça allait devenir, en dollars, ça allait devenir 142 687 dollars. 142 187 dollars. Donc, ça va augmenter de 3 dollars à 142 187 dollars. Ce qui est en France, c'est que ton 1000 francs allait quitter de 1683 francs à 142, Oui. 187 à 80 millions de francs, 0,89 679. Donc, aujourd'hui, tu serais, par exemple, tu serais quitté de ton petit investissement en Bitcoin quand tu étais en 2011. De 2011 en 2025, 81 millions et tu ne serais pas en train de travailler. Tu mets, tu dors, tu continues d'aller faire tout ce que tu veux dans la vie. Ok. L'argent qu'on achetait les bonbons avec. Il te dit là, encore acheter les bonbons, pas Pendant, acheter le pain pendant que les chocolat. gens devenaient riches. Tu dis quoi? Pendant que les gens devenaient riches. Pendant que les gens devenaient riches, on passait acheter pain chocolat chez Babana, chez Malam, chez Badjo, avec les beignets haricots. Les Hey, miches, les beignets haricots aussi. Voilà. Aujourd'hui, avec ça, tu peux faire pas mal de trucs. Tu peux construire la maison, fréquenter, voyager. Voilà un peu ce qu'est devenu Bitcoin aujourd'hui et ça ne fait qu'augmenter, ça va continuer d'augmenter. Euh, mhm, donc, donc, ça, c'est un peu ça. Maintenant, la question, c'est de comprendre maintenant qui. Ça, c'était. Je t'ai expliqué maintenant le point. Il t'a dit que ça résout le problème. On voulait résoudre le problème de vitesse et ouais, de frais de transaction. Maintenant, quand il s'agit maintenant de. Le problème avec l'argent, le problème avec la transaction, ce n'est pas. Il faut comprendre quelque chose, hein. Le problème avec la transaction, ce n'est pas mhm, seulement la vitesse et les frais. La transaction commence d'abord avec la confiance. Le problème de la transaction, non, c'est d'abord la confiance. C'est la confiance qu'on. Si tu résout la confiance, c'est pour ça qu'on passe par la banque, non? Tout le monde a confiance à la banque. La tontine, on a confiance ouais. à la tontine parce qu'on connaît où les gens dorment. On connaît où la personne qui a l'argent dort. Et s'il fait un truc là, on prend ses chaises, on vend ses enfants et tout, on vend tout chez lui. Pas ses enfants, bon, on vend tout chez lui. Et bon, il y a des gens qui ont les Prendre les enfants pour faire quoi? non, en fait, je dis juste en exagéré, genre, que entre la banque et la tontine, entre la banque et la tontine, un groupe de personnes comme ça, là, tu vois un peu, non? La banque on a plus confiance à la banque qu'à la tontine, en général. Ouais. Oui, parce que la banque, tu connais le nombre de personnes que tu ne peux pas tromper la banque. La banque, dès que la banque passe mal en justice, il dit à la justice que le gars, si, il doit 2 millions. La justice va courir sur toi plus que. Voilà. Donc, du coup, on résout le problème de confiance dans les transactions. Le problème de la transaction, ce n'est pas seulement la vitesse. Le problème numéro un, c'est la confiance. Après, il y a la vitesse. Maintenant, il y a aussi les frais. Mais si tu résous seulement la confiance, non, ça va. Donc, comment est-ce que la crypto-monnaie résout le problème de confiance? C'est ça euh, le point principal. Donc, ce que je vais te raconter, c'est une petite histoire. À l'époque, tu avais ici le chat, n'est-ce pas? Quand on faisait la transaction, on faisait le troc, non?
À l'époque du troc, tu te rappelles, quand je échangeais le chat Ouais. contre le cheval. Peut-être que tu vas pour mon cheval, si tu vas me donner 200 chats pour avoir un cheval. À ce qu'on appelle le troc. Après, maintenant, les gens disent que mais je vais marcher avec les chats partout, 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 mon frère. Père, donne-moi les pièces. On a commencé à créer les pièces. Parce que si tu voulais acheter un cheval, au lieu d'avoir 200 chats, tu achètes des pièces en cuivre. C'était le cuivre, non? C'était soit le bronze, soit le cuivre, soit l'argent. On faisait les pièces donc maintenant pour avoir le cheval ici, là. Pour avoir le même cheval. Bon, maintenant, il n'y avait qu'un seul fabricant de pièces CR. Parce que si tout le monde peut fabriquer les pièces, il y a des gens qui ont fait le faux. On avait un seul fabricant de pièces, on connaissait la maison du père là. Un seul fabricant. Maintenant, Toi aussi, c'est ta le maison. fabricant là, tu dis, Toi aussi, tu connaissais sa maison. ah non, non, je connaissais pas ça. Donc, maintenant, le fabricant là est devenu qui? Le fabricant de pièces là est devenu maintenant celui qu'on appelle la banque. Il a Mhm. grandi, il s'est appelé maintenant banque. Et maintenant, c'est maintenant que tu veux les pièces, tu passes par lui. Il a commencé donc à faire les pièces et les billets. Les pièces et les billets pour avoir pour acheter le même cheval. Parce que, comment on a fait confiance au fabricant si il a juste changé de nom, il est devenu banque. On fait aussi confiance. Tu peux maintenant venir acheter le cheval. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand aujourd'hui, depuis les aides d'Internet, Internet est arrivé en quel moment? Depuis les années 2000, même avant les années 2000. On fait maintenant les transactions dans les sites web, non? Tu vas voir les sites web qui commencent Mhm. par www. Machin, machin. Amazon. Par exemple, si tu vas acheter un livre à Amazon, quand tu achètes un livre à Amazon, quand on dit de passer la commande du livre, on met quoi? On met un chiffre, on met 20 $. En fait, le livre est ici. Voici le livre ici chez le fabricant du livre ici là. Le livre est ici. Mais toi, tu écris ici là quoi? Ce ne sont pas les pièces que tu écris. Hein. On appelle ça que le digital number. Ce sont les chiffres virtuels. Les chiffres Mhm. virtuels que tu écris. Mais Amazon comprend ça et valide. Parce que derrière les chiffres virtuels, s'il y a qui? Le fabricant de pièces qui s'appelle la banque. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà. Mhm. Donc, à l'époque, tu étais obligé d'avoir les objets physiques comme ça, là. Les chats, les trucs physiques, dur. Après, maintenant, c'est le cuivre, c'était toujours physique. Mais quand la banque est arrivée, directement, c'est devenu digital. On passe directement au digital à partir de la banque. Donc, on écrit que les chiffres. Donc, maintenant, quand tu fais donc une transaction d'une banque à une autre, ce qui se passe, c'est que quand tu écris le 20 $ là, la banque si, la banque B1 écrit ça sur un papier comme ça là, pas sur un papier, écrit ça virtuellement dans un espace virtuel. On appelle ça donc le registre, non? Ça, c'est le registre de la banque Mhm. 1. Parce que tout le monde a le registre, même le vendeur de bœufs au marché, celui qui vend le soya, le bœuf là, la viande fraîche, a le nom des clients. On met ton nom ici, on met le montant de ta transaction. On appelle ça que le registre. En anglais, on appelle ça le ledger. Mais le problème qui se passe, c'est que quand tu t'enregistres seulement sur une seule banque, la banque 1. Mais la banque 2 aussi, là, ne te connaît pas. Tu vois un peu. Quand tu fais la transaction, tu fais Ouais. seulement la transaction dans une banque. Tu ne fais pas la transaction. Quand tu vas acheter un livre, ton nom n'est pas. Le nom et le montant de ton achat est seulement dans une seule banque. Ce n'est pas dans deux banques au même moment. C'est dans une seule banque. Une seule banque. Ça ne peut pas être dans deux banques au même moment. C'est la même chose qui se passe avec Orange Money. Quand tu prends ici, supposons que la première banque, c'est Orange Money, la deuxième banque, c'est MTN. Quand tu fais le transfert Orange vers MTN, est-ce que ton nom sort? C'est ton numéro qui sort, non? 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. C'est ton numéro qui sort ici à Orange, à MTN. Parce que euh, le numéro vers qui tu envoies là, MTN ne connaît pas le numéro là. Parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même registre.
Ils ne partagent pas le même registre, ils ne partagent pas le même ledger. C'était donc ça le problème. Le problème maintenant, quand les banques commencent là, c'est que ton cahier où tu écris tes commandes là et mon cahier où j'écris mes commandes, on n'a pas le même cahier. Et ce n'est pas bien. Mhm. Ce qui fait en sorte que un de tes clients peut venir envoyer l'argent chez moi, mais je ne le connais pas. Donc, on a décidé donc de mettre tous les cahiers des registres de transactions là dans un seul même registre qui était long comme ça là. On les a mis tous ici. On les a mis tous les registres là ici. Un, deux, on les a collés tous. On a appelé ça que la bloc. On a appelé ça que le bloc de registre. On a appelé ça que le bloc de registre. Le bloc de registre, c'est bloc de registre BR. Mais on n'a pas appelé ça bloc de registre, on a appelé ça blockchain. Blockchain, pourquoi? Blockchain, pourquoi? On a appelé ça que blockchain. Parce que maintenant, on veut faire quelque chose de mondial. Parce que quand on parle de... Voici l'Afrique ici. Quand on parle voici l'Europe, voici l'Amérique, voici l'Asie. Quand on parle de transactions internationales, pourquoi est-ce que chacun doit avoir son registre de transactions? On parle de transactions internationales, tout le monde doit avoir ça. On appelle donc tous les registres qui sont enchaînés comme ça. C'est enchaîné comme ça. Chaque bloc est comme ça là. Banque 1, banque 2, banque 3. Ça fait une chaîne, non? C'est comme ça que la chaîne fait, non? Il y a les nœuds ici, là, ça Ouais. s'attache. Oui. On appelle donc ça que blockchain, la chaîne de registre. Donc, le nom, ton nom, quand tu envoies maintenant l'argent avec la blockchain, ce n'est plus dans une seule banque. On efface les noms, on efface les banques ici. Tout ça, c'est maintenant dans une seule truc qu'on appelle blockchain. Donc, maintenant, un seul truc qu'on appelle blockchain là, ça vient ici, ça prend la gomme, ça efface ici. Ça efface le nom blockchain ici là. Ça efface les blocs. Non, ça n'efface pas les blocs. Ça garde les blocs comme ça là. Ça enlève maintenant que moi seul. Ça enlève maintenant que la banque, c'était souvent décentralisée. Quand on fait banque 1, ne communique pas avec banque 2, ne communique pas avec banque 3. On appelle ça décentralisé. Pardon, désolé, on appelle ça centralisé. C'est centralisé autour d'une seule banque. C'est un peu comme si tu fais seulement les transactions en Afrique. Tu es seulement centralisé en Afrique. Si tu fais seulement les transactions en Europe, tu es seulement centralisé en Europe. Mais si tu fais les transactions en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, ça devient quoi? Décentralisé, n'est-ce pas? On quitte d'un centre, d'un point. Tu vois un peu. Tu as compris. Hein? Alors, tu as encore avec moi. Tu t'es perdu. On ne t'entendait même pas. Tu ne m'as pas entendu à partir de quel moment? Je disais quoi la dernière fois que tu as entendu? Ça devient dé- décentralisé. Ok, ça devient décentralisé. C'est-à-dire que on ne fait pas les transactions seulement dans une seule banque. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule banque qui garde le registre des transactions. Tout le monde peut voir le registre des transactions. C'est ça qu'on appelle décentralisé. Quand c'est centralisé, ça veut dire que si tu veux faire ta carte nationale d'identité, tu es seulement obligé d'aller à Marois. Marois devient donc le centre de carte nationale d'identité, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que c'est centralisé à Marois. Mais maintenant, si on dit qu'on ne fait pas seulement à Marois, on peut aussi faire à Yaoundé, on peut aussi faire à Douala, on peut aussi faire même à Brazzaville, au Congo, on peut aussi faire à Abidjan. Ça veut dire que les cartes d'identité, maintenant, ça devient décentralisé. Il n'y a pas qu'une seule personne qui fait ça. Donc, Mhm. la blockchain, c'est ça qu'on appelle la blockchain. Maintenant, quand tu prends donc maintenant crypto-monnaie, quand tu prends maintenant crypto-monnaie comme Bitcoin, Bitcoin a maintenant sa blockchain comme ça, là où il y a les blocs, les registres ici. Chaque, chaque, chaque crypto a sa blockchain. Tu vas voir, si tu ouvres Bitcoin, tu vas voir comment il y a les blocs comme ça, là. Tu vois un peu. Ça a les chaînes, c'est une Ouais. chaîne comme ça, c'est une chaîne avec les blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça blockchain. En fait, ça a les blocs, blocs, blocs. Les blocs de quoi? Les blocs où on... Je vais te montrer ce qu'il y a dans le bloc. Maintenant, il y a quoi dans le bloc?
Avant de te dire il y a quoi dans le bloc, c'est que quand moi je suis ici, F, Franck, je vais t'envoyer l'argent. Normalement, je ne passe pas la banque, non. La banque B, pour t'envoyer l'argent à toi, Stéphie, Mhm. S. Mais la banque va me demander les documents, mes papiers, le montant, d'où provient mon argent et tout et tout. Mais moi, je ne veux pas les dire ça. Le Bitcoin vient donc, il dit que, OK, mon frère, tu ne veux rien dire, non. Viens vers moi. Ne me dis pas d'où vient l'argent. Envoie seulement le montant. Donne-moi seulement le montant, je lui envoie ça. Donc, c'est un peu comme ça que le blockchain, Bitcoin est né. Et qu'est-ce qu'on écrit donc dans les blocs là? Prenons un bloc. Qu'est-ce qu'on écrit dans un bloc? Dans un bloc comme ça, on écrit quoi à l'intérieur? On écrit euh, le montant de la transaction. Montant de la transaction. Montant de la transaction, on met 20 $. On écrit, tu sais que les blocs-ci, quand tu mets les blocs comme ça, là, chaque bloc est unique. Hein. Donc, tu sais que les reçus sont uniques, non? Même les factures des néo, là, il y a toujours le numéro du compte, non? Ouais. Maintenant, le numéro du compte, on met le numéro du bloc. Le numéro du bloc, ça s'appelle le H. Le H. Le H. Après ça, c'est comme le numéro de la facture Eneo, tu vois un peu. Ça s'appelle le Mhm. H. Voilà. Maintenant, dans le bloc, ça a 256 chiffres. Ça a 256 chiffres. Donc, ça a les chiffres entre 0 et 1. Ça commence avec les 0. Ça commence avec 30 0 comme ça là. Mais si j'arrive à 30 0, on va parler. Après, ça fait 1, 1. Après, ça fait 0, 0, 0. Après, ça fait 1, 1, 1. Ça a 0 et 1. Ce sont les chiffres avec les 0 et 1. Le H là. OK. Bon. Maintenant, il y a maintenant la clé publique. C'est-à-dire que la clé publique, c'est quoi? C'est-à-dire le numéro du compteur public. Le numéro du compteur, non. Euh, Pas le numéro du compteur, c'est pas la clé publique, c'est le code Orange Money, pardon. Le code Orange Money. Tu te rappelles quand je t'ai donné ta part de transaction. Ici, il y avait une partie où Ouais. tu devais envoyer le code Orange Money, ici, là, non? Et 326. C'est Mhm. ça ici. On appelle ça que la clé publique. C'est un chiffre, hein, c'est un chiffre comme ça, là, que tout le monde peut voir. C'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, c'est ça ton adresse que tu vas donner à tout le monde. Si quelqu'un veut t'envoyer l'argent, tu lui donnes ça. Si tu veux recevoir l'argent, tu lui donnes ça. Maintenant, il y a maintenant la clé privée. La clé privée, c'est toi seul qui as ça. Personne ne peut voir. C'est comme ton mot de passe. C'est ça ton mot de passe ici. C'est ton mot de passe ici. Et les deux s'y font quoi? La signature du bloc. Si tu signes, supposons que tu signes comme ça là. Ça fait la signature du bloc. Donc, quand tu envoies quand je suis ici à gauche, moi, Franck, je t'envoie là, le bloc dans la blockchain là, c'est ça que ça écrit. C'est exactement ça que ça écrit. Et maintenant, tu reçois ici. Donc, quand il dit que je vais t'envoyer 20 $, tu me donnes, tu sais ce que tu me donnes quand je te demande que je vais t'envoyer 20 $, envoie-moi l'adresse de ton compte. Tu me donnes le chiffre de, de, de la clé publique ici. Le chiffre public ici, là. Tout le monde peut voir. Tu peux donner ça à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais ce qui rend, la, parce que j'essaie de t'expliquer le problème de confiance. Ce qui rend euh, sécuriser la transaction avec Bitcoin, c'est qu'il y a une clé privée maintenant que personne ne peut voir, à part toi. Personne. Ouais. Personne ne peut te voler. Ce n'est que toi seul qui connais ça. Et c'est ça qu'on appelle la clé privée. Donc, oui, la blockchain est publique. C'est-à-dire que la blockchain, sinon, le registre est public, tout le monde le peut voir. Tout le monde peut voir ça. Quoi? Les clés publiques. On peut voir seulement les clés publiques. Mais chacun ici là a sa propre clé privée, a son mot de passe.
C'est un peu comme Orange Money. Chacun a son mot de passe. On ne peut pas venir, à moins si on te met le couteau sur le cou la nuit à 2 heures du matin que tu vas dire ton mot de passe privé, non? Mais tu ne vas pas dire ton mot de Ouais. passe privé à quelqu'un si tu n'as pas les moyens de force pour me faire dire ça. Donc, tu vois un peu, non? C'est ça qui donne donc la confiance. Donc, maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que maintenant, qu'est-ce qui prouve maintenant qu'on peut faire dans la transaction? Tu vois les 256 chiffres sinon, le numéro unique du reçu. Parce que les blocs là, ce sont les reçus de transaction. Le numéro unique du reçu s'appelle le H. Le H, là, c'est un nombre à 256 chiffres. C'est maintenant ici, là, donc, comme je t'ai dit que les ordinateurs de crypto-monnaies, les ordinateurs de Bitcoin maintenant, leur travail, c'est de trouver le, le chiffre-ci. Le chiffre qui a 250, le nombre qui a 256 chiffres et qui commence par 30 zéros. Ça commence par 30 zéros. Mhm. Donc, le premier ordinateur qui va trouver le chiffre-ci avec 30 zéros, non, il a, Ouais. il, a le, il a le droit de mettre, il a le droit de faire passer la transaction. Il a le droit de faire que la transaction circule. Et on lui donne la récompense, un bitcoin. Et sa récompense, c'est qu'on lui paye un bitcoin. On paye à l'ordinateur là. Bon, l'ordinateur là appartient à quelqu'un. Donc, on paye la personne un bitcoin. Mhm. À l'époque, quand on payait un bitcoin, le bitcoin c'était 3 dollars. Maintenant, on ne paye plus un bitcoin. Non, on ne paye plus un bitcoin. Je vais peut-être un exemple. On va aller chercher en ligne. Je n'ai pas cherché, malheureusement, combien on paye actuellement. Mais on ne paye plus un bitcoin. Ce n'est plus un bitcoin. On a divisé le paiement. Chaque fois qu'on divise le paiement, parce que pour faire la transaction, là, c'est l'ordinateur qui fait ça. C'est le gars qui a l'ordinateur qui fait la transaction. Là. Sans lui, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire les transactions. Ouais. C'est pour ça qu'on le paye. Tu vois un peu, non? Mhm. Maintenant, tous les 4 ans, tous les 4 ans, tous les 4 ans, on divise les frais de transaction aussi depuis 2009. Depuis 2009, tous les 4 ans, on divise les frais de transaction aussi. Les paiements aussi. Comment on les paye, non? On divise ça par deux. On paye de moins en moins, moins de 50%, moins 50%. Si en 2009, on payait un bitcoin, on a payé un bitcoin. En 2000, après 4 ans, en 2009, ça fait 2012. 2012, on va payer demi-bitcoin. Après 4 ans encore, en 2016, on va payer 0,25 bitcoin pour la même transaction. Après 4 ans encore, 2016, 4 ans, ça va faire 2020. On va payer 0,125 bitcoin pour de récompense. Ce sont les récompenses, la récompense pour le travail de l'ordinateur. Après, maintenant, en Ouais. 2020, en avril, ça se passe en avril 2024. En avril 2024, on a encore divisé en deux. On paye maintenant 0,0, enfin, je ne connais pas, 0,5 bitcoin. Tu vois un peu? On Mhm. appelle le phénomène de paiement là on appelle le phénomène qu'on divise vos récompenses en deux que le halving, le halving, halving. Quand on divise les récompenses en deux comme ça, le Bitcoin monte seulement. À chaque fois qu'on divise en deux, le Bitcoin monte. Parce que ça devient de plus en plus rare et Mhm. cher de faire le travail. Imagine que, imagine par exemple que pour une mèche, quand tu fais la transaction, on te paye combien? 15 000, non? Ouais. Maintenant, tu fais 1h30 de travail. Maintenant, on te dit que 2 ans après, pour les mêmes 1h30 de travail là, on divise, donc 15 000, on te donne plutôt 7 000, n'est-ce pas? On te donne plutôt 7 000. Est-ce que tu vas encore être disponible pour aller faire la livraison, pour faire le business là? Ouais.
tu vas être rare, non? Tu ne vas plus être disponible. Au lieu de faire maintenant tes deux livraisons de mèches par semaine, tu vas commencer à faire une, non? Et c'est comme ça que Mhm. ton temps va devenir rare. Et quand tu deviens rare, tu deviens cher. Parce que tes commissions, on ne paye plus bien tes commissions. Quand tu deviens rare, tu deviens cher. C'est ça qui arrive donc à Bitcoin. C'est ça qui arrive à Bitcoin ici, quand tu viens ici. Quand tu viens ici en 2024, tous les 4 ans, 2024, depuis 2009, quand tu viens ici en 2024, en avril 2024, je vais mettre une ligne verticale ici, en avril 2024. Voici ici. Ici, là, tu vas remarquer quelque chose ici quand ça a commencé, ici en 2024. Oui, avril, là. Voici, c'est ici. En avril 2024, tu vas remarquer que quand on a coupé encore les commissions, là, le prix du Bitcoin a d'abord un peu baissé. Ouais. Oh, voilà. C'était ici à 73 000 dollars. 73 000 dollars. Ça a baissé un peu jusqu'à 50 000 dollars d'abord. 50 000 dollars. Maintenant, Mhm. à chaque fois qu'on divise le prix en deux, entre avril et avril de chaque année, maintenant, vous voyez avril 2025. Voici avril 2025 ici. Voici avril 2025. Avril, mai. Voici avril 2025 ici. Tu vas remarquer qu'entre les 2 avril de 2020, entre les 2 avril, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin monte. Ça, c'est ce qui s'est passé entre 2024 et 2025. Partons la dernière fois en Mhm. 2020. Partons aussi en 2020. On était ici en 2024. La dernière fois, c'était en 2000. Oui, avril 2020. Août, mai, avril. Voici avril 2020 ici. Voici avril 2020. Hein. Entre avril 2020 et avril 2024, tu remarques quoi? Le Bitcoin était ici à 8000. Disons ici. Ouais, avril, non. Avril est un peu ici derrière. Avril est ici. Voici avril ici. OK. Le Bitcoin était à combien ici? 5000. Le Bitcoin était à 5455 dollars. Ici, à 5455. Mhm. Maintenant, c'est monté de là jusqu'ici. Bon, disons que c'est le même niveau. Le prix ici et le prix ici, c'est le même prix à peu près. Jusqu'à 70 000 dollars. De 5 000 dollars à 70 000 dollars. Tu vois que tous les 4 ans, ça monte. Tous les 4 ans qu'on coupe, on divise. C'est-à-dire qu'on te dit que fais le même travail avec la même puissance, mais je vais diminuer tes commissions. Le Bitcoin va devenir cher à cause de ça. Mhm. Ça fait comme ça tous les 4 ans. Si on prend encore 2020, la dernière fois c'était en 2016. Si on revient ici en 2016, tu vas voir qu'il y a toujours la montée. Avril, ça se passe en avril. On appelle ça que le halving. Couper les commissions des gens qui font des ordinateurs qui partagent le Bitcoin. Regarde comment c'est monté ici. De combien? Ici, là, c'était à 261 dollars un Bitcoin. Maintenant, c'est venu à 20 000 dollars. À 20 000 dollars. Donc, dans l'année, là, ça monte. Actuellement, c'est encore en train de monter. Nous sommes au plus haut. Nous sommes à 118 000. Le prix a été. Et laisse-moi te dire, c'est comme ça que l'or a aussi commencé. Voici l'or ici. Prenons l'or. Voici l'or, non? Si on prend l'or, on Mhm. part ici, on rentre derrière. On rentre derrière à gauche. On part à gauche. Je vais un peu même prendre ici là. Si on prend l'or, l'or qui est aujourd'hui à 3000, à 3337, le Bitcoin est à 118 000, donc à plus de 100 000 dollars. 3 000 dollars, c'est à peu près 3 millions de francs, disons, ça, 2 millions, 2 millions. À l'époque, à 1883,
1883, qu'on ne pensait même pas que l'un d'entre nous devait naître. En 1883, l'or était à 1 once d'or. C'était à 22 000. Hein. Attends, c'est à combien? Attends un peu, je lis mal. 22 000 quoi. Pardon, c'était à 22 $. Ici, là, à 23 $. Je vais prendre un chiffre ici. C'est petit. 23 $, c'était à 23 $. À 23 $. À 23 $. Prenons par exemple les années. C'est à 23 $. L'or est quitté de 23 $ à 3 000 $. À 3 000 $. Mhm. Le Bitcoin est quitté de 3 $ à 100 000 $. Tu vois que la différence, c'est une énormité. C'est d'une énormité entre Bitcoin et l'or, non? C'est la même chose. Comme je te dis que l'investissement, c'est que Ouais. tu prends, tu achètes, comme j'ai par exemple dit, s'il y a un magasin comme ça, on vend les mèches ici, tu achètes la partie de la mèche ici peut-être à 100 000. C'est comme le terrain. Tu attends 5 ans. Dans 5 ans, c'est maintenant 120 000. C'est la même chose. Tu achètes l'or, tu arrêtes à main. Après 10 ans, ça devient 120 000. Même chose pour Bitcoin. Tu achètes à 3 $. Après, ça devient seulement 80 millions. Mhm. Donc, à cause de quoi? De la technologie et de la fin. C'est un peu comme ça qu'on sécurise dans le Bitcoin. En fait, j'essayais de parler de sécurité, la confiance avec le Bitcoin. Parce que la machine arrive à te donner un code secret et à faire les calculs jusqu'à. Il peut trouver le code de la transaction avec ce qu'on appelle le hash. C'est ça qui permet en sorte que le Bitcoin a un peu plus de sécurité. Il faut aussi comprendre quelque chose avec Bitcoin. Bitcoin, c'est seulement 21 millions de pièces. Donc, les pièces de Bitcoin, là, non, B, c'est 21 millions. Il n'y a pas plus que ça au monde. C'est Mhm. maxi 21 millions. L'or, je ne connais pas combien d'or il y a, combien de grammes d'or il y a pour l'or. Mais ça doit aussi être fini. C'est-à-dire que c'est limité. Donc, plus les gens possèdent ça, plus ça devient rare. Imagine que tu vends les mèches et que tu vends les cheveux de Dieu. Que c'est toi seul qui vends les cheveux de Dieu là. Tu crois que ça ne va Ouais. pas dire rare. Tu es la seule fille qui vend les cheveux de Dieu au monde. Tout le monde va venir vers toi. Tu auras tellement de demandes que le prix de la mèche ne sera plus 55 000. Ça va partir à 55 millions une mèche pour avoir les cheveux de Dieu, que les cheveux de Dieu la rajeunissent, que tous les mères de 60 ans, 80 ans qui vont encore avoir la belle peau, comme quand ils avaient 18 ans. Que c'est ça que quand tu mets la mèche là, ta peau devient claire, jeune, tu rajeunis. Ok. Oui. Et que tu as seulement les mèches là, comme ça là, disons, tu as seulement 60 millions de mèches comme ça là. Mais c'est toi la seule personne à avoir ça. Tu vas vendre ça cher tellement que pour avoir même le brandy de cheveux comme ça là, le brandy de cheveux seulement, ce sera seulement peut-être même 1 milliard. Parce que la jeunesse, il ne veut pas être jeune. C'est un peu ça. Quand quelque chose est limité, non. Quand quelque chose est limité et rare, comme le diamant, ça devient cher. Aujourd'hui, Mhm. si on dit que le riz, le riz dehors est fini. Oh non, les œufs, par exemple, par la grippe aviaire. À un moment donné, la grippe aviaire faisait que, non, c'est le riz. Donc, tu as compris. Bref, je ne vais pas surexpliquer. Quand quelque chose devient rare, ça devient cher. Aussi évident que ça. Ouais. Ok. J'ai une question. Non. Hmm. Maintenant, il va falloir que je te parle des investissements. Où est-ce qu'on investit donc avec. Parce qu'il y a aussi les investissements passifs, comme la bourse. Il y a